la plus importante des complications de la grossesse, c'est la violence. C'est pas vrai. Le fait de soumettre votre femme à des scénarios en amenant 3 à 4 potes. Ça fait froid dans le dos ce que vous me dites là. 12%. J'avais vu des essais effectivement de produire un accident de voiture pour essayer de tuer la personne. Il y a 2 amants qui décident de supprimer le mari. La dernière m'a achevé. Le meurtre parfait ne doit pas exister. Salut à tous, c'est Colin pour un nouvel épisode d'Extra. Aujourd'hui, on reçoit le médecin légiste, le docteur Bernard Marc, qui, à l'occasion de la sortie de son livre « Médecin légiste pour les morts et les vivants », vient nous raconter ses meilleures anecdotes, toutes les choses surréalistes, les anecdotes folles qu'il a pu vivre tout au long de sa carrière. Bonjour docteur Bernard Marc, bienvenue dans Extra, comment allez-vous ? Très bien, merci beaucoup, merci de m'accueillir ici. Avec plaisir, avec beaucoup de questions pour vous. Il y a une formulation que vous utilisez dans la description de votre profession qui est de faire parler les morts. Alors c'est à la fois captivant, à la fois effrayant, pour moi en tout cas. Comment est-ce que cette petite métaphore-là, elle exprime vraiment ce que vous faites ? On a à retracer un petit peu sur un corps qu'on va voir, lorsque c'est cette activité médico-légale dite thanatologique, post-mortem, après la mort, on a retracé les derniers instants de la vie d'une certaine façon. Donc il va falloir qu'on le fasse parler, qu'on essaie de comprendre ce qui a pu arriver, parce qu'on est dans une scène de crime, et de comprendre ce qui s'est passé, sa motivation, où il était, pourquoi il a fait ce geste, pourquoi il s'est trouvé dans cette situation-là. Donc apporter les éléments, donc obligatoirement on va lui porter la parole et faire parler un peu ce corps. Oui, c'est vrai. Bon, on va revenir sur les détails, sur votre rôle dans chacune des enquêtes qui sont menées, parce que c'est vraiment intriguant. Il y a l'intérêt des gens dont je vous ai parlé. Est-ce que vous l'avez ressenti, vous, dans votre quotidien ? Alors, effectivement, là, il y a un intérêt pour notre profession, le questionnement qu'on peut aborder, ces éléments. J'ai de la chance, moi, d'intervenir avec l'émission Appel à témoins sur M6, donc comme un des experts. Et on sent bien que les questions des familles, des entourages, sur ce qui a pu se passer, les lumières qu'on peut donner, les éclairages qu'on peut donner, sont véritablement importants. Et pourquoi ? Parce que, aussi, on est arrivé dans une justice au sens large, dans une société qui va demander des preuves. Et on n'est plus sur l'aveu, on n'est plus sur je l'ai vu, la dénonciation ou des éléments de ce type. Et forcément, si on est sur la preuve, eh bien, on est dans des professions scientifiques qui prennent plus d'intérêt et on se met à travailler en symbiose. La police technique et scientifique, les médecins légistes, tout ça, ça a une cohérence. Oui, c'est vrai. Mais franchement, l'enquête, elle se fait avec les écouvillons sur le terrain, à chercher des tracés indices les uns et les autres. Donc votre rôle, il commence et il s'arrête où dans une enquête ? Le rôle, il commence au tout début, vraiment sur la scène de crime, la scène de décès, où il se passe des éléments, on doit faire des prélèvements, on doit tout exploiter, y compris le corps. Et le médecin légiste, c'est le dernier des hommes en blanc qu'on voit intervenir. Alors vous ne reconnaissez pas sur les clichés les photos qu'on a d'actualité, il y a 2-3 bonhommes en blouse blanche. Et bien, il y en a un qui fait les prélèvements, un qui dirige un peu l'enquête et qui fait les photos, au point de vue de la police technique et scientifique. Et le troisième, c'est le médecin légiste, qui va mettre un peu le bazar, parce que quand on va tourner le corps, le bouger, etc., pour répondre aux premières questions, on va polluer cette scène de crime. Donc on est les 3 premiers intervenants. Et puis on va être sur la table d'autopsie, celui qui va apporter des éléments. Et avant, à réaliser ce qu'on appelle aujourd'hui la virtopsie, l'imagerie virtuelle, l'imagerie scanner 3D. C'est comme ça qu'on travaille, avec une numérisation des corps et des premiers éléments. Et puis après, le juge d'instruction, si on est en affaire criminelle, va nous poser des questions. Alors ça je parle d'affaires criminelles. Nos affaires, par exemple, sur un décès accidentel complexe, eh bien, ça s'arrête, il n'y a pas d'auteur, ça va être plus court. Mais là, le juge d'instruction va poser des questions. L'auteur va avoir dit « j'ai donné juste 2 coups de marteau ». Et puis, on va comparer les éléments qu'on peut retrouver sur un corps. Est-ce que c'est cohérent avec les dires de monsieur machin ? Est-ce que c'est cohérent avec les dires du témoin qui l'a vu donner des coups, non pas avec un marteau, mais avec une planche de bois Tout ça va être différent. Pourquoi différent ? S'il a un marteau, c'est qu'il a pensé avoir un marteau, donc il y a préméditation, donc on va changer de poursuite, ça devient un assassinat.
S'il a pris la première planche qu'il trouvait sous la main pour taper, c'est éventuellement coup et blessure et entraîner la mort sans l'intention de la donner. On n'est pas dans le même motif. Vous avez déjà été amené à être contrarié, entre guillemets, par des questions d'avocat. Justement, vous parlez de la précision du moment du décès. Est-ce que vous avez déjà été mis en position où votre expertise, elle n'est pas assez pointilleuse par rapport aux moyens que vous avez pour répondre à une telle question? Bien évidemment, ils essaient de nous mettre en défaut. Et c'est pour ça que plus on fait d'affaires, plus on est habitué, plus on sait qu'on a besoin d'une réponse scientifique qui parfois peut sembler étrange, parce qu'on sait que la personne était vivante à, par exemple, 19 heures, et notre détermination de la date du décès, de l'heure du décès, va dire qu'il était possiblement, il est mort possiblement entre 18 et 22. D'accord. On va donner une marge si on est scientifique. Le médecin légiste qui vous dit il est mort à 22h37, c'est plus possible. Voilà. C'est vrai, ça n'existe pas. Parce qu'on voit beaucoup ça dans les films. Alors, ça n'existe pas au point de vue de la médecine légale, du médecin légiste en tout cas. Ça existe maintenant de façon très précise, par exemple, sur des personnes qui ont un pacemaker et qui décèdent. Le pacemaker va vous dire j'arrête mon activité. Bien sûr. Sur une montre connectée. L'affaire Hillary est récente, la montre connectée apporte des éléments. Donc quand on va recueillir les traces et indices, ils sont aujourd'hui aussi numériques. D'accord, donc vous pouvez utiliser ces outils-là pour définir les circonstances ou le timing d'une mort, par exemple. C'est extrêmement important, mais je dis toujours qu'à l'heure actuelle, la meilleure datation du décès ou du dernier moment où la personne est vivante, c'est la dernière fois où il va utiliser son smartphone. C'est incroyable. C'est beaucoup plus tellement vrai, que nos idées. Donc pourquoi va-t-on rester sur des schémas à l'ancienne ? On n'est plus du temps où le paysan est retrouvé sauvagement assassiné au fond de sa ferme. C'est vrai. Et donc dans la géolocalisation, c'est plus efficace. Dans la datation du décès, l'heure exacte, il faut savoir utiliser les outils actuels. Vous avez parlé de l'évolution. Il s'est passé plein de choses dans l'évolution des conditions de travail autour de votre métier. Il y a une affaire dans laquelle vous avez participé. Elle remonte à 2013, c'est la fameuse nuit du 12. Vous en parlez dans votre livre en disant que vous avez été aussi expert cinéma, parce qu'il y a un film qui a été fait sur cette fameuse affaire. Pour recontextualiser, c'est une jeune femme, Maude Maréchal, qui avait été sauvagement assassinée à Lagny-sur-Marne, si je ne dis pas de bêtises, et pour qui l'affaire a toujours été, ou toujours ouverte aujourd'hui. On n'a toujours pas trouvé la personne qui a commis ce meurtre-là. Vous avez travaillé sur cette affaire, vous ? L'histoire est que depuis des années, je travaille comme conseiller avec une équipe qui fait des faux corps pour le cinéma et qui sont à Montreuil. Et on me demande de les aider pour un corps partiellement brûlé, savoir si j'ai des éléments, si je peux éventuellement avoir quelques photos ou quelques éléments pour les aider un peu à faire cette maquette pour un film de Dominique Moll. Et je leur pose des questions en disant partiellement brûlé, juste le haut, une jeune femme, oui, et le décorateur, le chef des effets spéciaux commence à me raconter l'aspect du corps, dans ce qu'ils en avaient. Je dis, vous pouvez me préciser d'où est l'histoire ? Parce que là, il me sollicitait mon expert technique sur d'accord. En dehors. D'accord. Il n'a pas joué franc-jeu directement avec vous. Mais il ne savait pas. D'accord. J'ai dit, écoutez, je pense que je vais pouvoir vraiment vous aider dans cette histoire. Parce que c'est moi qui ai véritablement connu la vraie histoire. C'est incroyable. C'est moi qui étais sur la scène de crime. J'étais sollicité pour un avis très extérieur. Après, à quoi correspond ce type de lésion ? Aidez-nous à faire un mannequin en silicone qui va être ressemblant. Et là, on a été un peu plus loin et il a porté un petit peu la parole de la famille de Maude Maréchal. Parce que au César, à la fois, il a reçu ses Césars. Oui, c'est vrai. Et il a parlé de cette victime. Il a fait quelque chose de vraiment très important. Lui pouvait apporter la parole. Vous voyez, pour une fois, c'est lui qui a porté la parole. C'est lui qui a fait parler les morts. C'est lui qui a fait parler les morts. C'est vrai. Cette histoire, elle est toujours pas élucidée. Est-ce qu'elle vous a marqué ? Est-ce que ça vous hante encore ou pas ? C'est toujours très marquant, les histoires non élucidées. Là, en plus, on a quelque chose sur lequel on voudrait avoir la résolution. C'est pas un étranger qui a fait ça. Non. On ne peut pas imaginer que dans une petite rue très calme, isolée à 3h du matin, il y ait quelqu'un qui, comme ça, va se retrouver avec un jerrycan d'essence, un briquet. C'est pas possible. Mais là, il y a du matériel. Donc, il y a quelqu'un qui attend. Il y a quelqu'un qui sait donc qu'elle va prendre ce chemin, qui la piste d'une certaine façon. Alors, je ne sais pas si elle est numérique, je ne sais pas si elle est réellement pistée visuellement. Oui. C'est-à-dire qu'il la suit depuis un endroit à un autre et qui s'arrête.
mais c'est tout à fait prémédité. Donc forcément, si vous ciblez quelqu'un, vous le connaissez. Donc vous êtes dans les proches. Et c'est ça qui a rendu fou, et le film le rend bien, de Dominique Moll, les enquêteurs, parce qu'ils se disent c'est forcément dans son cercle. C'est absolument sûr que le nom de l'auteur est dans un des PV. On supporte extrêmement mal quelqu'un de jeune, dans la beauté, dans la plénitude de la vie, qui va trouver une mort, et la mort la plus atroce qui soit. Donc il y a plein de raisons que j'essaie d'expliquer, dont je donne des clés dans Médecin légiste pour les morts et les vivants. Ça fait partie des possibilités encore aujourd'hui auxquelles vous devez faire face, le meurtre entre guillemets parfait. Non pas par la beauté évidemment, mais par le fait que c'est impossible d'élucider cette affaire. Alors le meurtre parfait, c'est souvent au départ, on enseigne beaucoup, on essaie de former un petit peu tous les médecins à faire cet obstacle médico-légal, parce que ça passe souvent comme quelque chose pouvant être banal, pas vu. Il peut y avoir des choses où au départ on n'a pas fait très attention. Là on reprenait une histoire de suicide qui est un petit peu compliquée, parce qu'il se suicide dans sa piscine et puis il met des bâches et il referme la piscine avec des plots, donc ça ressemble plutôt à un meurtre qu'à un suicide. Mais ça part au départ en disant oui, ça doit être suicidaire. Le meurtre parfait ne doit pas exister ou doit être très difficile à commettre. Mais le meurtre négligé au départ, parce que pas de temps, parce que difficile, pas de moyens, ça semble naturel que, on le savait malade, donc il peut mourir. Oui, mais vous pouvez avoir quelqu'un de malade qui est quand même assassiné d'une façon pas du tout naturelle. Bien sûr. Notre vigilance, elle doit être là. Dans votre carrière, vous n'avez pas été souvent confronté à ce genre de choses, une histoire, un scénario qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à élucider, parce que trop bien pensé, parce que trop bien ficelé. Ça devient difficile aujourd'hui avec toutes les technologies dont on parle. Certainement, j'ai croisé des beaux éléments de ce type-là. Maintenant, on fait très systématiquement des scanners 3D sur les corps. Quand il y a l'obstacle médico-légal et qu'ils entrent dans notre circuit. Mais le circuit du médecin légiste ne concerne pas toutes les morts. Et beaucoup de morts sont constatées par un médecin, un service. Et s'il n'y a pas d'obstacle médico-légal au départ, ça devient, d'une certaine façon, une mort naturelle ou un crime négligé. Il n'y a même pas d'expertise de votre part. Absolument pas, et avec beaucoup de difficultés, parce que maintenant, beaucoup de corps vont à la crémation. Il y avait avant la possibilité, alors certes réduite, mais de dire, on ne sait pas trop, mais peut-être que c'est ça. Et on faisait les exhumations. Pas très sympathique, mais ça permettait de retrouver le corps, de rechercher par exemple sur les écoulements un poison. Voilà, si le corps a été dans une crémation... oui, c'est compliqué. Tout est détruit. C'est plus que compliqué. Et j'ai une histoire, par exemple, d'un SDF qui avait été écrasé. Comme il était un peu SDF, c'est normal qu'il déambule sur la route, c'est normal qu'il soit écrasé. Il n'y avait pas eu d'obstacle, enfin le normal avec tous les guillemets nécessaires, on l'a bien compris. Et puis le temps qu'on se retourne, ça prend quelques jours. Eh bien, dans les quelques jours, sa crémation avait eu lieu et on a eu une superbe urne sur laquelle on n'a rien pu déduire. Et on n'aura jamais le nom du conducteur qui l'a écrasé, on n'aura jamais le type de lésion, alors qu'on aurait pu avoir ces éléments-là. Est-ce qu'à l'inverse, vous avez eu des meurtres presque ridiculement évidents de par tous les éléments que vous avez à votre disposition? Quelques drôles d'histoires, dont un meurtre tout à fait sophistiqué. Vous parliez tout à l'heure de meurtre prémédité, etc. Là, il y a deux amants qui décident de supprimer le mari. Alors, ils lui versent des tranquillisants dans son verre. Il s'endort. Quand il est endormi, la femme appelle son amant qui vient à la maison. Ils ont décidé de l'électrocuter. Donc, ils mettent des gants de toilette humidifiés autour des poignets, des pieds, ils lui mettent des fils électriques, ils branchent tout ça, et à ce moment-là, il se prend une décharge, le courant de ville n'étant pas tout à fait suffisant, et la décharge le fait brusquement bouger, tomber, et il tombe de son fauteuil. Tombant de son fauteuil, il tire le fil électrique, donc il se débranche, et ça lui a fait très mal, donc il se réveille en poussant des hurlements. Sont présents donc à ce moment-là la femme et l'amant. L'amant a très peur, il se met à courir pour ne pas être vu et disparaît de la maison. Donc les pompiers arrivent, puis la police, et sur la chaise, il y a une veste qui est là, et c'est la chaise de l'amant. Et dans la chaise de l'amant, il y a le portefeuille avec le nom. Voilà, une histoire qui n'a pas mis longtemps à être élucidée.
qui est assez superbe. Vous me parlez encore de... Elle est incroyable cette histoire. Vous me parlez encore d'amant. C'est fou ce cliché-là du meurtre passionnel comme ça, de l'amant, la femme ou peu importe, la maîtresse, le mari. C'est encore le cas, c'est encore si nombreux ces cas-là de meurtres qui sont commis pour ces raisons-là? Les origines de la violence, elles sont souvent par la colère, la jalousie, D'accord. L'intérêt. D'accord. Nos motifs n'ont pas beaucoup changé. Les moyens techniques de les réaliser l'ont sans doute, mais depuis l'Antiquité, les motifs sont à peu près les mêmes. Oui, les hommes restent les mêmes finalement. Je dis souvent que la différence entre le nourrisson et la personne âgée, ils ont tous les deux la même fragilité, mais il y en a un qui a l'héritage et pas l'autre. Donc c'est à peu près la seule différence. Vous parlez aussi dans votre livre du fait qu'il faut être blindé mentalement, pour parler de votre force mentale dans ce métier. C'est vrai que vous êtes confronté à la mort tous les jours, avec un niveau de violence qui moi, je l'avoue, me paralyserait assez facilement. Comment vous faites face à ça, vous ? C'est un métier où on est confronté à la violence plus qu'à la mort. Hein. Le titre médecin légiste pour les morts et les vivants, parce que notre activité, c'est aussi une activité auprès des victimes. Oui. Et que leur parole, cette fois-là, on n'a pas à la porter, mais on a à la recueillir. Et leur parole, elle est parfois d'une force terrible. Et bien là, on a besoin d'être solide, d'être capable d'entendre, de recueillir, de prendre. Parce que si on veut aider la victime, qu'elle soit vivante ou morte, en apportant des éléments, il ne va pas falloir prendre parti pour elle. Ce n'est pas notre rôle, on n'est pas l'avocat, mais il faut être assez stable, sinon les situations qu'on voit, elles sont assez terribles. C'est parfois difficile, donc il y a véritablement besoin d'un équilibre pour pouvoir affronter ça et pour pouvoir être assez frais et assez en mesure de réentendre, de reprendre une histoire, de ne pas avoir la lassitude, de ne pas avoir la saturation. Et je pense que c'est la limite à atteindre. Et quand on est saturé, quand on est blasé, je crois qu'il ne faut plus faire ce métier. Parce que si on est blasé, qu'on considère un corps comme étant une masse de protéines, là, il faut s'arrêter. Alors, j'ai pas envie de dévoiler, je prends des pincettes depuis le début à pas dévoiler tout ce qu'il y a dans votre livre, parce que le but c'est que vous alliez voir ce livre, que vous alliez lire ce livre parce qu'il est passionnant. Est-ce que il y a un élément particulier qui vous touche plus dans les histoires? Vous avez parlé des enfants. Est-ce que c'est un niveau de violence? Est-ce que c'est la densité du scénario? Qu'est-ce que c'est? Je crois que le niveau de violence et la nature de cette violence, quand elle vient véritablement presque sadique, est toujours extrêmement choquant. Et puis il y a un niveau de violence et un niveau d'arrivée de la violence, du traumatisme sur le jeune, l'enfant, l'adolescent, quelqu'un qui est en devenir, qui est d'une certaine façon dans une image d'une assez grande pureté. Ouais. Le salir, soit dans les agressions sexuelles qu'on voit, on écrit, soit dans des meurtres. Et là, ça devient du domaine de l'insupportable. J'avais un collègue pendant des années avec qui j'en ai travaillé, qui était un solide, un costaud, un chirurgien de formation qui s'était mis à la médecine légale, donc qui avait vu, réparé, intervenu. Et bien, à chaque fois qu'il y avait des autopsies d'enfants, puisqu'il était jeune papa, il préférait décemment, c'était son niveau, et je lui disais de ne pas les faire. Et ça me semble logique. Donc il faut forcément qu'il y ait quelque chose qui nous émeuve, qui soit là. Et là, on a encore plus de respect. Parce que je crois que le respect dans notre métier ne doit jamais se perdre, y compris dans nos actes, même quand on fait des actes les plus thanatologiques, quand on va ouvrir un corps ou autre, eh bien on doit le considérer comme une intervention chirurgicale et pas allez, j'ouvre le cadavre. Non, on fait une intervention, c'est très différent. C'est une approche parce que finalement votre travail il reste le même. C'est quoi? C'est dans la délicatesse? C'est quoi? Oui, je crois que c'est une approche. Vous avez raison de dire qu'à partir du moment où on considère un peu l'autre comme un autre décédé, mais un autre humain décédé, nos gestes sont plus doux. Moi j'ai été appris par le pape de l'autopsie, le professeur Michel Durigon, malheureusement maintenant décédé, qui a fondé vraiment une école de l'autopsie en France et qui était véritablement un cadre dans cette partie. Il était très respectueux du corps et il nous a appris à rendre les corps, par exemple, aux familles, à faire ce dernier respect. Alors, bien sûr, on les a autopsiés, bien sûr, on a fait tout ce qu'il fallait faire au point de vue médico-légal, mais derrière, il y a un respect qui est accordé aux personnes qui sont là. Les proches, vous en parlez, je pense que c'est une partie de votre métier qui est quand même très difficile à gérer. On se prend l'émotion des gens, on doit leur expliquer parfois les circonstances de la mort de leurs proches. Est-ce que vous avez des cas qui vous ont marqué de par la réaction, qu'elle soit brutale, qu'elle soit plus triste, encore plus sévèrement triste que d'autres? Il y aura
sans doute, j'espère, la suite de ce livre, mais l'histoire, par exemple, d'un incendie dans une maison tout à fait banale, une jolie maison de banlieue, et la mère incapable de sortir de la fournaise son enfant, et qui raconte ça, et qui est elle-même qui s'est brûlée en essayant de le sortir, et qui n'a pas réussi à le faire. Donc vous êtes là, et vous êtes à témoigner, à dire, faire l'annonce de la mort, qui est d'une brutalité très forte. Et c'est des scènes qu'on rencontre beaucoup sur nos scènes de crime. Pas quand on est à l'autopsie. L'autopsie, on est fermé, on est entre nous, il y a des techniciens, on est dans un bloc opératoire. Quand on est sur la scène de crime, avec derrière, vous sortez, vous avez exploité cette scène de crime dans une maison, un pavillon, un appartement, vous sortez, et la famille est là, ils sont sur le seuil, il va falloir leur dire 2-3 mots, et il va falloir leur dire des mots qui sont des mots de vérité, oui, votre proche est mort, et d'apaisement. Les mots vont chercher à dire il est mort brutalement, il n'a pas vu comment il mourrait, même si c'est pas toujours vrai, mais c'est extrêmement important, et en tout cas pas de détailler aux familles la phase agonique ou le nombre de coups qui ont été portés, des choses qui sont extrêmement brutales. Des choses extrêmement brutales et qu'ils entendent aux assises, parce que là aussi, parler de ces moments-là, et bien là, devant le président, devant le jury, on va raconter dans le détail les choses. Et la famille, ils sont là. Et parfois, la victime, si c'est une agression sexuelle, si c'est une victime de viol, elle est à ma gauche. Elle est en train d'entendre ça. C'est vrai, vous avez raison de souligner qu'il y a des cas avec lesquels vous travaillez, des situations avec lesquelles vous travaillez, où la personne n'est pas décédée. Vous le dites d'ailleurs très bien dans le titre du livre, pour les morts, pour les vivants, pour les morts. Vous travaillez aussi dans l'analyse, l'expertise de blessures, de coups et blessures qui peuvent être infligés à des gens, mais qui n'ont pas forcément trouvé la mort à la fin. Est-ce que c'est plus difficile pour vous à gérer ou pas ? Je pense que cette souffrance du vivant, elle est parfois plus difficile à gérer. On nous dit souvent, comment vous faites quand le corps il a été broyé, tout ça, oh là, est-ce que vous êtes fort ? Non, parce que il n'a presque plus figure humaine. N'ayant plus figure humaine, on peut s'en abstraire. Et puis, on a la victime qui nous raconte ses souffrances, qui lors de l'examen, a mal. Les corps qu'on examine sur la table d'autopsie, on les tourne, on les bouge, il n'y a pas de douleur exprimée. Oui. Et donc le syndrome psychotraumatique qu'on peut avoir, il est très fort. Demandons aux victimes du Bataclan ce qu'ils en pensent. Ces victimes qui subissent des actes de torture et de barbarie, comment ils vont les supporter pendant leur vie, comment ils vont les vivre, comment en regardant leurs bras, leur torse, leur dos, avec une cicatrice, ils vont la voir. Je fais des consultations pour des demandeurs d'asile. Ces demandeurs d'asile, lorsqu'ils sont refusés, ils vont passer devant la Cour nationale du droit d'asile et ils vont être obligés d'apporter les preuves que ce qu'ils ont subi dans leur pays. Et j'ai cette population très majoritairement africaine, qui a été un moment afghane, qui va être obligée de montrer les cicatrices de la plaie par balle, de la baïonnette, du bout de plastique qu'on a entouré autour du bras et qu'on a enflammé, ou de l'avant-bras, toutes les abominations. Il y a une force terrible. Mais je dois porter aussi leurs paroles. Il y a parfois des cas où vous êtes dit que c'était pas possible, vous n'aviez pas imaginé ça malgré votre expérience, et vous trouvez un niveau de torture, un niveau de souffrance qui dépassait votre imagination ? Ah oui, on voit des choses qui dépassent l'imagination, ça, en permanence. Les violences intrafamiliales, dans les violences faites aux femmes, des modes de violence qui sont de plus en plus tordus. Le fait de soumettre votre femme à des scénarios en amenant 3 à 4 potes ou gens vaguement rencontrés qui vont la violer devant vous, c'est pas que dans l'affaire Pellico, j'en ai tout plein des histoires comme ça, avec des gens parfois très convenables. Donc ce niveau de sadisme, de sophistication dans la violence, on le voit, mais c'est notre société aussi. L'exposition à l'accès au porno, il est là. Les demandeurs d'asile, c'est tous les gens qu'on voit et qui traversent la Méditerranée. C'est vrai. C'est des problèmes très collectifs. On n'est pas dans des histoires de chasse, on est juste des observateurs de la société. Mais c'est notre société. Et il y a heureusement de très bons aspects et plein de choses extrêmement sympathiques. Et tant mieux, parce qu'il faut qu'on se rééquilibre. Quand même. On l'entend tous les jours, via les médias, via les réseaux sociaux, qu'il y a une violence de plus en plus importante au sein de la société. Vous le constatez, de par votre profession, vous le constatez jour après jour qu'il y a une violence qui monte.
Avec l'expérience que j'ai toujours vu augmenter, alors on peut le prendre avec les chiffres, les délits aux personnes dans la proportion des délits commis. Plus ça va, plus notre société a trouvé des solutions. On ne pique plus votre voiture, enfin moins parce que vous avez des systèmes de bornage, de repérage, etc. On pénètre moins dans votre maison parce que vous avez des caméras, de la protection. Et les violences à la personne, elles continuent à augmenter. Le harcèlement scolaire, il est permanent. Les violences qui sont là, elles sont permanentes. Je fais l'interview là, mais j'ai reçu une jeune fille victime d'un viol par soumission chimique juste avant et d'un commerçant qui s'était fait agresser par une bande venue un peu voler 3 choses dans son épicerie de quartier. Des faits de société qui ne sont pas des faits divers, qui sont des faits de société voilà, qu'on relate et sur lesquels on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice en les aidant un petit peu ces victimes. Dans votre livre, vous parlez aussi d'enfants qui sont parfois les personnes qui vont commettre les meurtres ou qui vont commettre des violences qui sont à peine imaginables. Est-ce que cette forme de violence-là, c'est quelque chose de récurrent dans votre travail ? Cette violence-là, cette violence qui passe du virtuel au réel, on la constate de plus en plus. Et avec des scénarios qui sont repris et des gens qui n'ont plus la limite. Donc là, ce n'est pas un personnage qu'ils sont en train d'abattre sur leur tablette ou sur leur PlayStation ou n'importe quelle plateforme. Oui, bien sûr. Mais véritablement du réel. D'accord. Et ces choses-là, est-ce qu'il y a des moyens de faire de la prévention, nous, en tant que jeunes adultes, jeunes parents ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment le gérer ? Alors, je pense qu'il y a une nécessité de prendre considération un petit peu de ces phénomènes et de le faire par l'éducation, par des éléments un petit peu de prévention. Mais c'est un petit peu comme la démarche qu'on a en médecine légale, qui est celle de l'autopsie psychologique. L'autopsie psychologique, c'est lorsqu'un suicide a été commis, donc la personne est suicidaire au point qu'elle se tue, donc le suicide est bien avéré. On va remonter son histoire pour voir quand est-ce qu'elle a eu ce début d'idée suicidaire. C'est-à-dire que pour le côté médico-légal, on comprend bien que c'est bien un suicide et pas un homicide caché en suicide. Donc l'autopsie psychologique, elle nous sert à ça. Mais elle sert aussi aux psychiatres à imaginer quand est-ce que la personne commence un processus suicidaire et quand intervenir sur la crise suicidaire. Et là, c'est la grande crise de la médecine psychiatrique en France. Vous voyez, le côté prise en charge, tout le monde est d'accord qu'il faut une prise en charge. Et d'un autre côté, on manque de psychiatres, on manque cruellement de pédopsychiatres. C'est vrai, on en manque beaucoup. On en manque beaucoup. Il y a un vrai manque. Et c'est un petit peu ce qu'on peut voir et constater dans cet éclairage que je donne, mais qui est un éclairage qui essaie d'être le plus réel, sans être trop violent. Toutes les anecdotes dont on parle aujourd'hui avec le docteur Bernard Marc, elles sont disponibles dans ce livre, Médecin légiste, pour les vivants et pour les morts. C'est passionnant, il y a plein d'anecdotes vraiment très intéressantes dont on est en train de parler aujourd'hui. J'essaye de pas tout vous dévoiler, parce qu'il faut que vous alliez lire ce livre, parce qu'il est vraiment captivant, et que l'idée, c'est surtout d'apporter la lumière sur la profession du docteur Bernard Marc, et surtout vous donner un petit peu les faces cachées de cette profession-là de médecin légiste. On croit tous qu'on en sait tout, mais on en ignore beaucoup, croyez-moi. J'avais une question par rapport au fait de vous potentiellement vous tromper. Vous êtes une des voies de la vérité sur laquelle on s'appuie beaucoup. Est-ce que vous avez un cas où vous êtes complètement planté, vous, dans l'analyse ou pas ? Il y a des cas difficiles, des cas très difficiles. Quand on a à faire des contre-autopsies, des contre-examens, on peut toujours se tromper, l'erreur est là. Ouais, ça arrive. L'idée, c'est qu'on essaie d'avoir une démarche qui n'est pas juste celle du légiste. Aujourd'hui, on s'appuie sur de l'imagerie. Pourquoi ? Parce qu'elle va nous donner des éléments. J'ai mon œil, mais bien évidemment, l'imagerie et l'imagerie 3D qui nous permettent de regarder à l'intérieur du corps va être plus performante que moi tout de suite. Elle va m'ouvrir. Le fait qu'on pense à prélever et faire des analyses toxicologiques va nous apporter des éléments aussi très importants. Donc on ne raisonne pas tout seul. On est véritablement avec un plateau technique. Donc le médecin légiste d'il y a 100 ans, il faisait ça tout seul comme un grand et c'était sa seule parole qui comptait. Avec un potentiel d'erreur, nous, on essaie d'associer beaucoup de choses et la science arrive et la technique arrive et la balistique arrive et donc on est dans un plateau exactement comme un examen médical à l'hôpital aujourd'hui. Il va se faire bien sûr avec le médecin référent de la spécialité, mais il a l'échographie qui va l'aider, il a le scanner si besoin, il a le bilan biologique, il a, ce qui fait que tous ces éléments-là vont nous approcher de la vérité. Je vous parle de ça parce que, toujours dans votre livre, vous parlez d'un cas que vous avez résolu
15 ans après. Je m'explique, il y a une première agression avec viol et meurtre, et vous élucidez 15 ans plus tard un autre meurtre, avec notamment un suicide de la personne qui a commis le meurtre. C'est assez incroyable parce que vous retrouvez notamment des éléments, je ne vais pas tout dire, vous retrouvez des éléments communs chez la nouvelle victime qui appartenait à l'enquête que vous meniez sur la victime de 15 ans plus tôt. Ça arrive souvent, ça ? Alors aujourd'hui, oui, on y arrive. Alors d'abord parce que ça nous indique beaucoup de choses, cette histoire. Ça nous indique qu'il y a un processus de meurtre sériel, même s'ils ne sont pas véritablement en série, il y a des définitions, mais en tout cas répété ou du potentiel meurtrier de quelqu'un, qui peut prendre des années avant de se répéter. Parce que s'il y a une occasion, eh bien, elle va se répéter. Ça nous dit aussi beaucoup de la technique, de la science, des éléments qu'on peut avoir. Et ça nous dit aussi que ce qui a été conservé dans des affaires, là, elle a eu une chance, c'est que l'affaire précédente avait été maintenue par des juges qui avaient donc gardé le dossier n'était pas perdu, l'arme du crime, du premier crime n'était pas perdue. Et c'est donc toute l'importance de garder ces éléments. Tous les jours, le fichier national des empreintes génétiques ressort des histoires. Donc vous voyez qu'à l'heure actuelle, oui, on peut ressortir ces éléments avec une progression véritablement tout à fait importante des techniques, notamment, alors les empreintes génétiques, elles ont fait un bond extraordinaire. J'ai connu le début des empreintes génétiques avec la nécessité, il fallait une grosse tache de sang ou une grosse tache de sperme. On n'était pas capable d'utiliser des ADN très réduits. Et maintenant, on peut le faire avec un autre risque, qui est que nos techniques sont tellement sensibles qu'il peut y avoir une contamination. Là, j'ai mis mon ADN. J'ai à peine oui, touché, oui, c'est vrai. Vous avez parlé au-dessus, J'ai parlé au-dessus, mon ADN est déposé. C'est vrai. Mais d'autres ADN l'ont été. Et donc, qui va être... des questions aussi de quand a-t-il été déposé. Maintenant, on entre dans les nouvelles questions sur l'ADN. Est-ce que c'est un ADN par contamination, par erreur Le dernier criminel en série vraiment très important en Autriche, c'est un technicien du laboratoire d'empreintes génétiques. C'est incroyable. Ça fait froid dans le dos. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas cette possibilité. Ce qui fait que dans les laboratoires d'empreintes génétiques français, par exemple, tous les techniciens ont leur profil qui est connu. Ah, c'est vrai ? Et qui est retiré dans les laboratoires d'analyse, parce que sinon, il y a un risque de contamination. On le retrouverait véritablement souvent. Ah oui, c'est vrai, c'est logique. Je vais vous raconter une histoire, parce que j'ai envie de vous parler un petit peu des féminicides, qui sont de plus en plus répertoriés en France, de plus en plus en augmentation, en tout cas, en France notamment, mais pas que. C'était la voisine de chez mes parents, qui était occasionnellement ma nourrice d'ailleurs, ça se faisait beaucoup à l'époque. Son mari était très souvent absent. Une fois, la police a débarqué là-bas en saisissant plein de biens chez elle, en expliquant que son mari était accusé de plusieurs agressions sexuelles et qu'en fait, il ramenait beaucoup de trophées de ces agressions. Est-ce que ce mode opératoire, c'est quelque chose auquel vous avez déjà été confronté, vous, et dans quelles circonstances ? Ah oui, alors là, il y a des violences... véritablement très importante, et j'en raconte une, j'en relate une où il y a des violences qui se sont succédées sur une famille succédée, et avec effectivement un fétichisme de ce qui fait tomber souvent des auteurs, parce qu'ils vont garder un élément. Donc ces violences-là, le fait aussi qu'ils peuvent filmer leurs victimes agressées, lorsqu'ils vont inviter, que le mari qui va faire agresser sa femme devant lui sexuellement, il va filmer. C'est l'affaire Pellico, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais tout ça, c'est effectivement des choses qu'on voit dans notre société. Vous en êtes un témoin très direct, parce que vous parlez de votre voisine. Vous voyez que nos histoires dont on parle avec le côté... on voudrait qu'elles soient un petit peu loin... Sont-elles si loin de nous ? Ça, je ne sais pas. Les féminicides, je vous disais, ils sont de plus en plus nombreux. Vous me parliez d'une sophistication de ces agressions-là. Est-ce que vous le constatez à chaque fois ? Est-ce qu'il y a toujours des nouvelles façons d'agresser ? Là, l'affaire Pellico a choqué la France entière, mais il y en a plein d'autres. Est-ce que vous en voyez encore des inspirations nouvelles qui étaient impensables avant, ou c'est simplement qu'elles sont révélées aujourd'hui ? On est arrivé à des
modes de harcèlement, des modes de pression psychologique qui sont véritablement très différents. La pression psychologique qui va amener la personne éventuellement à se suicider, ou cette pression psychologique qui va amener la personne à totalement se détruire. Et ce mode de pression, il est nettement favorisé par nos évolutions techniques. Vous ne pouviez pas géolocaliser quelqu'un il y a 15 ans. C'est vrai. Vous étiez obligé de le suivre. Alors, il y avait certains grands pervers qui passaient leur journée entière à suivre leur femme en se cachant dans une boutique, dans une autre, en faisant une filature permanente. Dans nos systèmes de protection des maisons, vous pouvez regarder ce qui se passe chez vous, à l'intérieur de votre salon, à distance. Alors, au départ, c'est sur un bon motif. Puis quand vous voyez 1, 2, 3, 4 caméras dans la maison, qu'est-ce qu'elles font ? Pourquoi il y a besoin d'une caméra dans la chambre ? Sinon pour regarder ce que fait éventuellement votre compagne avec qui est la surveiller et de savoir où elle est. Enfin, on a des choses qui deviennent tout à fait tordues. Vous parlez de gens qui surveillent comme ça leur femme. Moi, à chaque fois que j'entends ça, je me dis que c'est virtuel, c'est fictif, tout ça. Les gens qui placent des applications GPS dans le téléphone de leur compagne. Mais dans les deux sens, d'ailleurs, parce qu'on parle en l'occurrence des hommes. Ça arrive aussi que les femmes espionnent leur mari avec des suspicions. Vous, ça, c'est monnaie courante dans votre profession de constater ce genre de choses. Alors, le très brutal, c'est qu'on va dire que d'abord, c'est monnaie courante, mais que ça va concerner beaucoup les utilisateurs les plus habitués des applications techniques, et donc les jeunes. Et quand on reprend le pic de violence faite aux femmes, là, le segment de population le plus concerné, ce sont les 18-28 en Île-de-France. Ah, donc on ne parle pas de génération d'avant, vous savez, on dit souvent c'est avant... vieille génération, oui, voilà. Le couple qui se déteste, voilà, exactement, pas de respect. 20 ans d'insultes, va finir par se taper dessus. Non, ce sont des entrées dans la violence. Les violences faites aux femmes enceintes. Au grand hôpital de l'Est francilien, on a fait toute une étude. Et maintenant, on a une démarche de prévention complètement active là-dessus. Les jeunes femmes enceintes sont victimes dans 12% de cas de violence par leur compagnon, leur conjoint, le futur papa, 12%. Donc ça, vous en avez constaté beaucoup, vous. 12%, c'est la plus importante des complications de la grossesse. C'est la violence. Vrai. C'est au-delà de l'hypertension gravidique, au-delà du diabète gestationnel, qui étaient les complications. La plus importante des complications, c'est la violence. Ça fait froid dans le dos, ce que vous me dites. 12%. Vous avez des cas dans votre expérience à vous, que ce soit mortel ou non, d'ailleurs, même parce que, comme je le répète, dans votre livre, il s'agit également de personnes vivantes qui ont été agressées. Vous en avez régulièrement des personnes qui sont là parce que leur mari, leur compagnon a été violent alors qu'elles étaient enceintes. Oui, 12% des femmes enceintes. Donc vous le voyez, vous, dans votre profession, vous voyez, c'est pas simplement des statistiques qui sont loin de vous. Vous le voyez, vous avez des histoires de... Non, c'est au quotidien, on a été obligé de mettre des consultations. Mais c'est incroyable, ça. En charge ça, parce que derrière, il y a aussi des grossesses qui se passent moins bien. Enfin, vous imaginez tout le suivi. Donc notre rôle de médecin légiste, donc pour les morts et les vivants, vous le rappelez, dans les vivants, on a aussi l'idée que ce qu'on voit, on va essayer de le partager et faire en sorte qu'il y ait une prévention possible. Il y a un épisode important que vous avez abordé aussi, c'est l'autopsie des frères Kouachi. Et moi, je me rappelle exactement de ce que je faisais. En plus, je suis originaire de Cédé-Marne. Je vous avoue qu'on était à presque 3/4 d'heure du dernier endroit où ils ont été vus et abattus. À quoi ressemble votre journée pour cette journée-là ? Il y a cette journée et les journées avant. Alors, les journées avant, elles commencent difficilement, parce que la journée précédente, il y avait eu de la part de leur autre terroriste qui est intervenu à l'Hypercacher, il avait déjà commencé par tuer une policière municipale. Et on est tous mobilisés. Le SMUR est mobilisé, les pompiers, les services de secours, etc. Et on se demande ce qui va arriver. D'une certaine façon, tant mieux qu'il n'y ait eu besoin que d'un légiste, tant mieux qu'il y ait eu besoin que d'un légiste pour des points. Malheureusement, à Paris, ce n'était pas le même cas et il y avait déjà de nombreux morts. Donc ça nous confronte un petit peu à nos problèmes de société. Et dans tous les plans, dans toutes les manifestations, derrière, très discrètement, très discrètement, il y a un dispositif médico-légal et on espère ne pas avoir affaire de nouveau
à des morts en grand nombre, mais c'est pas sûr. Le fait d'avoir à traiter, enquêter, vous occuper des deux terroristes, est-ce que ça change, votre façon d'aborder les choses? Est-ce que ça a été difficile de vous en occuper ou pas? Ça nous met dans un éclairage très, très médiatique. Ça renforce deux choses. Ça renforce la discrétion au moment où ça se passe. Et ça renforce aussi le fait d'être véritablement dans une bulle très professionnelle. Donc il n'y a pas à avoir un affect, pas à avoir un présupposé. Ce sont quand même deux hommes qui sont morts, sur lesquels on va avoir à faire notre métier, à apporter des éléments. Il n'y avait rien de particulier dans l'étude de leur décès, dans l'enquête autour de leur décès? L'excellence du tir de GIGN, qui sont des grands professionnels. J'ai rarement vu une précision de tir pareille. Bon, pour la fin, avant de vous libérer, j'ai essayé de rassembler les questions que pouvait avoir toute l'équipe qui vous a reçu aujourd'hui. C'est une façon de les faire participer et puis de vous montrer un petit peu à quel point il y en a qui sont tordus. Alors, je vais vous lister ces questions-là et vous me répondez avec la première anecdote qui vous vient à l'esprit. D'accord. Sans joker. Sans joker. C'est le but du jeu. Peut-on se faire examiner mort, décédé, à tort? Oui, il peut y avoir des obstacles mis de façon abusive, oui. Est-ce qu'on vous a déjà appelé pour vous demander de, entre guillemets, cacher la réelle raison d'un décès ou pas? Non, je n'ai pas eu cette question-là. C'est vrai? Jamais? Non. Les Darwin Awards sont une espèce de listing de classement des morts les plus bêtes qu'on peut avoir. C'est réalisé chaque année. Est-ce que vous pouvez me donner votre top 3? Malheureusement, quelqu'un qui est tombé sous le gros motoculteur qu'il voulait réparer. Alors, on va le mettre un peu pas, en le mettant sur une espèce de butte de terre pour avoir plus de facilité, comme si c'était un pont, sauf que le motoculteur est tombé sur lui. J'en ai eu un assez joli qui courait sur un haut de wagon sous un caténaire avec un très bel arc électrique. En France, c'est arrivé ça? Oui. Il courait un petit peu mais ça fait un arc électrique assez expérimental. D'accord. Un qui par curiosité a voulu regarder ce que faisaient les voisins, mais il y avait un garde-corps assez haut situé et donc il s'est penché, mais au-delà du garde-corps. À ce moment-là, il a perdu l'équilibre de sustentation et il est donc tombé au sol quelques étages plus bas. La dernière m'a achevé. Est-ce que vous avez déjà eu à travailler sur des personnes décédées à cause de selfies? Ça fait partie des légendes urbaines qu'on a, de gens qui se mettent en bord de falaise ou sur des points de vue complètement fous pour se prendre en photo et qui tombent. Alors, les endroits où j'exerce ne me permettent pas trop d'avoir ce genre pas de trop cas. De falaises dans la région. À la rigueur, à Compiègne, il se cognerait contre un arbre. En Seine-et-Marne, le risque est assez limité. Et la dernière question, est-ce que vous avez déjà eu un scénario mis en place par deux amoureux qui vous a particulièrement marqué? On m'avait parlé de celui de l'électrocution qui a un peu foiré, pour le coup. Mais est-ce que vous en avez eu déjà un qui vous a surpris et qui a été jusqu'au bout? Oui, j'avais vu des essais, effectivement, de produire un accident de voiture pour essayer de tuer la personne avec un accident organisé. On peut organiser des accidents de voiture maintenant. On peut organiser des accidents de voiture, mais on n'a en général pas des cascadeurs. Docteur, merci beaucoup. Je vous ai appelé docteur pour la fin de cette émission. Merci beaucoup d'être venu dans notre émission Extra. C'était passionnant. Ça a été marquant pour plusieurs anecdotes, assez lourdes en émotions, mais merci beaucoup. Pour les autres, je vous fais un rappel encore une fois du livre écrit par le docteur Bernard Marc, qui est un livre qui s'appelle Médecin légiste pour les vivants et les morts. C'est très intéressant. Il y a plein d'anecdotes complètement folles. On a fait exprès aujourd'hui dans notre entretien de ne pas tout vous révéler, de ne pas faire les spoilers. Donc allez acheter ce livre. Il est disponible depuis juin dernier. Vous pouvez le trouver sur Amazon, vous pouvez le trouver en librairie. Allez-y, c'est très facile de vous le procurer. Et en plus de ça, vous pouvez même vous l'avoir en PDF. Si jamais il y a un prochain tome, on sera un plaisir de vous recevoir également. Mais voilà, et peut-être on se rencontrera sur une signature parce que là, le livre ouvre beaucoup de festivals et d'endroits où j'interviens. Avec grand plaisir. En général des conférences et on signe l'ouvrage. Avec grand plaisir. Et à très bientôt sur Extra. Ciao.